Bien, merci à Nicolas, merci aux organisateurs de ce colloque, à la fois pour leur invitation et puis toutes les conditions qui nous sont offertes et qui me touchent précisément pour des raisons que je reprendrai très rapidement, tout à fait à la fin de mon intervention. Alors, je veux expliquer quelques-uns de ces points que je vais aborder, puisque j'oppose assez facilement, assez aisément deux temps de la restauration, une restauration dont ces temps sont assez inconciliables pour moi. Donc le premier temps de la restauration, c'est assez simple, c'est celui du bas Moyen-Âge, de ces deux derniers siècles du Moyen-Âge, qui consiste à consolider des édifices. On peut l'estimer parfaitement légitime et l'admettre sans aucun problème. Et donc, il est question d'une forme d'éternité renouvelée, de la dévotion, de la restauration, de la manifestation religieuse. Et chaque génération apporte sa pierre à ces aspects, quitte à aboutir à une définition qui est proche de l'éternité. On a l'impression que le temps ne change pas, que tout est immémorial et qu'il y a une sorte de temps plat, lisse, qui s'impose à nous. Simplement, dans un second temps, ce sont des crises qui, pour moi, marquent par de multiples ruptures au sein d'un immense mouvement de restauration, d'achèvement des édifices, les 19e et 20e siècles. J'y ajouterai assez facilement également le début du 21e siècle. Effectivement, pour moi, il est difficile de considérer que ces deux pratiques de restauration, ces deux définitions, constituent un tout linéaire en continuité, comme si les pratiques des 19e, 20e et 21e siècles ne pouvaient que conforter celles du bas Moyen-Âge ou celles de la période moderne. Je n'en suis pas certain, et donc je vais tenter non pas de vous convaincre, mais d'apporter un certain nombre d'éléments qui peuvent sans doute vous aider à vous faire une opinion et qui méritera sans doute également d'être contredite. Donc la pérennité, ce sont des effets de permanence, de pérennité de pratiques anciennes qui sont plutôt rassurantes et que j'oppose à des périodes de transgression, de fracturation multiples dans la définition de ce très long Moyen-Âge, qu'Arnaud Thimbert avait défini comme étant un très long Moyen-Âge qui s'achèverait au cœur du XIXe siècle. Donc, la particularité, c'est qu'il me faut absolument que nous définissions mieux ces manifestations occidentales du restauré dans le temps long, qui est respectueux généralement, attentif, régulièrement secoué évidemment d'histoire, et qui aspire à une sorte d'éternité une nouvelle fois. Simplement, ne l'oublions pas, il reste également à faire état au sein même du XIXe siècle des premières manifestations d'un temps court, accéléré, brutal, irrespectueux, plus irrespectueux qu'on ne le pense, et qui va être lourd de conséquences pour les édifices, à tel point que je le considère comme antinomique vis-à-vis de l'œuvre de nos pères, d'une certaine manière. Si l'on pouvait considérer le long Moyen-Âge comme une réalité, à partir du milieu du XIXe siècle, il s'agit pour moi d'une sorte d'hiver qui s'installe par nos pratiques restauratrices. Donc, dans une première partie, assez rapidement, je vais vous proposer quelques éléments de lecture à propos de ces pratiques du bas Moyen-Âge, pour vous montrer la diversité des approches et les situations qui sont à surmonter. Dans une seconde partie, nous verrons les liens entre le monument du Moyen-Âge et le thème envisagé pour le colloque de Tournai en 2019, c'est ce qui m'avait été indiqué. On devra donc considérer les restaurations du XIXe siècle à la cathédrale de Tournai en 2019. Dans une troisième partie, je vous proposerai des pistes qui ont pour but, j'espère, d'adoucir un petit peu nos pratiques en réinvestissant la question du monument sous d'autres angles. Donc pas de certitude, mais des questionnements, des pistes à ouvrir. Alors déjà, j'ai souhaité introduire ces questions de la conservation et de la restauration en considérant d'abord cet extrait
d'un auteur antique du 1er siècle avant Jésus-Christ, Lucrèce, de façon à ce que chacun puisse se faire une idée. En effet, toutes les périodes, toutes les civilisations ont toujours eu pleinement conscience à la fois de la fugacité de leur temps, de leur place dans le temps, et de la fragilité de leur réalisation. Et donc notre Lucrèce reconnaît bien sûr la présence de ruines antiques, mais également celle de l'altération des matériaux eux-mêmes de construction qui s'érodent à la faveur du temps. Donc c'est un fait normal, je n'ai pas placé comme ça des dizaines de textes, mais on sait que dans la période antique, un certain nombre d'auteurs réfléchissent à ces questions-là, et curieusement, il n'y a guère que notre civilisation contemporaine qui rêve encore de tout figer d'une certaine manière, d'arrêter à la fois l'action du temps et l'histoire. Mais on va voir qu'il n'en est rien au final. Pour les périodes les plus récentes, dans la France post-révolutionnaire, précisons que d'autres auteurs préconisent non seulement d'accepter un lent vieillissement, mais aussi de se défier de tout interventionnisme intempestif, trop brutal. C'est le cas, évidemment, de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe, qui, au tout début du XIXe siècle, s'interroge énormément face au bouleversement et perçoit bien un certain nombre de problèmes posés par la Restauration. Mais c'est également le cas de cet autre texte de Chateaubriand, qui insiste maintenant sur la force intime que l'on peut soutirer d'un vieil édifice ridé et moussu, dont les voûtes sont rendues belles par les poussières du temps qui se sont accumulées sur ces voûtes. Donc ce sont des avertissements qu'il nous faut considérer en introduction. Alors notre bas Moyen-Âge possède plusieurs définitions de l'intervention, de la restauration, de l'entretien, et il me semble que l'on peut l'associer à ce sentiment d'éternité dont je vais essayer de vous donner quelques facettes. Ainsi, ces interventions sont toujours contrastées, et nous allons nous en rendre compte maintenant avec cette église Saint-Martin-des-Tempes au sud de la région parisienne, et là on peut estimer qu'il faut admettre une sorte de fatalité intégrée de toute façon, difficile à dépasser, car dans tous les cas, tenter d'achever un édifice, de reprendre cet édifice, eh bien, de toute façon, à cette période-là, c'est travaillé de manière empirique par le fait de l'expérience seule, et il est très difficile pour eux de suppléer à toutes sortes de facteurs comme les sols instables. Comment rattraper ces sols instables? Eh bien, c'est aller à la recherche de cette verticale dont vous voyez qu'elle leur échappe en permanence, cette verticale. Ils sont toujours à la poursuite d'un équilibre précaire. Alors, cet équilibre, cela suppose un minimum d'entretien de ces édifices qui, évidemment, sont fragilisés par les remontées d'eau, par les infiltrations diverses, par les mouvements de sol. Tout cela implique des déformations d'arcs, de voûtes, et il y a, effectivement, on en a parlé, des problèmes de statique de maçonnerie. C'est un de ces milliers d'exemples d'édifices ruraux des XIIe et XIIIe siècles, visiblement pas suffisamment entretenus, puisque les services de l'inventaire ont pris ce cliché avant, mais également celui-ci après. Les résultats, évidemment, sont néfastes pour l'étude. Il s'agit d'un document du XXe siècle, mais cette situation a été extrêmement courante tout au long du bas Moyen-Âge. Alors, parmi les quelques exemples que l'on peut prendre, j'ai beaucoup travaillé évidemment au Massif central, donc je vais commencer par ces points-là, avec Brioude, la basilique Saint-Julien, et les maîtres d'œuvre y ont été confrontés à toutes sortes de difficultés. La nef est large, elle est mal contrebutée, et donc ils essayent tout, ces maîtres d'œuvre du Moyen-Âge. On n'est pas là dans la nouveauté, dans les nouvelles techniques gothiques, mais on va voir que l'on y touche. Et donc, si le contrebutement est mal assuré, on essaye un berceau brisé. Ça ne fonctionne pas, on l'abandonne, alors on va essayer un autre voûtement,
On a l'exemple de la cathédrale du Puy-en-Velay avec ses enfilades de coupoles et ses arcs diaphragmes. On essaye les arcs diaphragmes et on essaye les coupoles, mais on va les abandonner aussi. Donc 2 essais, 2 ratages complets, et finalement, ce sont des voûtes d'ogives qui vont aider à résoudre ce problème de ces chantiers mal assurés, totalement, constamment repris pour des voûtes qui sont assez mal datées, sans doute du XIVe siècle. Donc ça, c'est un point d'introduction, et il s'agit de toucher peut-être ces édifices qui sont achevés, réparés, repris, et constamment à la suite du très mauvais entretien des siècles précédents. Il faut savoir qu'il y a un énorme vide au XIVe siècle qui laisse plusieurs centaines d'édifices à l'état de semi-ruine. Donc on se retrouve face à ces édifices du XIIe siècle que l'on doit reprendre, réassurer, refonder, et on fait en sorte également de travailler à leurs murs gouttereaux et à leur voûtement dans le courant des XVe et XVIe siècles. Simplement, vous le constaterez, il y a quand même une difficulté. Ça ne se fait pas dans un esprit de rupture, mais bien plutôt dans le cadre d'une étrange continuité, sans heurts, sans difficulté. Il ne s'agit pas de trancher sur les partis anciens romans. La seule nouveauté ici consiste à ajouter des clochers-murs qui n'existaient pas auparavant. Donc, rien de catastrophique dans cette définition de la reprise. Par ailleurs, lorsqu'il est question d'édifices charpentés dans le nord du Massif central, c'est le cas ici à Menat, la question est toute simple. Si la charpente romane ou du XIIIe siècle est en mauvais état, on peut l'étayer de l'intérieur. On a plusieurs cas qui sont bien attestés. Il y a des reprises en sous-œuvre des charpentes. Sinon, on la remonte à l'identique ou quasiment à l'identique, éventuellement avec des pentes de toiture qui sont accentuées. Donc rien de bien méchant. Et cet exemple-ci d'Allanche, dans le Cantal, en Haute-Auvergne, c'est une église romane, 11e et 12e siècle, qui a été allongée de plusieurs travées voûtées d'ogives. Eh bien, pour les berceaux longitudinaux qui préexistent du XIIe siècle, on va simplement ajouter des voûtes d'ogives, des ogives en sous-œuvre. On habille d'ogives des berceaux longitudinaux. C'est le cas de plusieurs églises. On ne se fatigue pas à tout refaire. On va simplement habiller de modernité un ensemble qui garde les mêmes proportions, les mêmes chapiteaux romans. On ne bouscule pas l'ordre ancien. C'est un cas à peu près identique à Chanteuge, en Haute-Loire, une église bâtie au XIIe siècle, très mal entretenue et pillée au XIVe siècle. Les moines la récupèrent en ruine et ils sont obligés de reprendre une partie de l'architecture et de son décor. Alors le décor, le voici, cherchez-le bien, il s'agit simplement d'habiller les baies romanes par des réseaux flamboyants. C'est tout. L'extérieur ne bouge pas. Simplement, ça ne saute pas aux yeux, quelques effets de modernité, guère plus. En revanche, à l'intérieur, les voûtes d'arêtes étaient très fatiguées. Là encore, on va les habiller d'ogives au XVe siècle. Les moines la récupèrent en ruine. On s'occupe du voûtement. On ne tranche pas, on ne bouleverse pas, on ne violente pas l'édifice roman. On ne fait simplement que l'habiller, guère plus. Mis à part Chanteuge, dans cette nef, il faut savoir qu'il y avait des chapiteaux romans très abîmés, qui avaient été brisés, qui avaient été écrasés par la pression. Eh bien, ces chapiteaux sont simplement refaits à l'identique ou de manière, encore une fois, à ne pas choquer. Donc, à gauche, vous avez le chapiteau roman du XIIe siècle, et à droite, une réalisation très proche, mais du XVe siècle. Une belle continuité, je vous l'ai dit, des ambitions limitées et une évidente économie de moyens. On pourrait trouver des centaines d'exemples comme ceci. Celui-là, je le prends parce qu'il s'agit, contrairement à ce que l'on peut penser à l'extérieur, il s'agit d'un édifice roman dont on a habillé les contreforts,
dont on a habillé la façade de cet avant-corps. Tous les chapiteaux ont été récupérés, les chapiteaux romans ont été récupérés, et vous le voyez sur cette façade au-dessus du portail gothique, on a réinséré le tympan du XIIe siècle. C'est un habillage, c'est une restauration à la manière du Massif central. Mais voyons quelques détails. Et dans un premier temps, nous sommes donc habitués à ces multiples petits chantiers, très respectueux de l'ancien, dans la continuité romanisante d'une modernité qui se cherche, qui est ténue, qui est presque invisible, toujours très discrète. Alors, qu'est-ce qui se dessine ici? Une simple église paroissiale du XIe siècle, qui a été très secouée par le manque d'entretien au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, et qui va bénéficier d'un fort mouvement de reconstruction de la seigneurie et de l'église des campagnes au XVe siècle. Alors, ça se devine une nouvelle fois au clocher-mur, mais regardez bien ce qu'il y a immédiatement juste au-dessus du portail. Et de quoi s'agit-il? De ceci, des poutres débordantes qui forment tirants, bloqués par des clés de bois, protégés par des dalles de pierre. C'est absolument pas exceptionnel dans le Massif central, on en trouve en Limousin, en Auvergne ou également en Velay. Dans les faits, c'est un système très courant, économique, qui, dans le Massif central, permet de tenir, d'étrésillonner des nefs fatiguées. Donc ici, à Jussat, toute petite église à côté du domaine royal de Randan, voyez l'intérieur. Les tirants sont là, la voûte est prête d'exploser, les arcs-doubleaux sont prêts de s'effondrer, les tirants et les cintres ont été datés de 1425 par dendrochronologie, 3 siècles d'entretien très limités et insuffisants, des solutions de réparation dont vous voyez que c'est également très limité dans les moyens utilisés. Donc c'est vérifié dans le Massif central, on dispose d'assez nombreux exemples de la sorte. Mais c'est vérifié dans les Alpes, pour des petites églises qui ont eu besoin des mêmes tirants à Crevoux, ici, dans les Hautes-Alpes. Un exemple parmi d'autres? Sans doute pas, puisque à Saint-Étienne de Tinée, dans les Alpes-Maritimes, vous voyez que pour soutenir les voûtes qui étaient peintes et que l'on a altérées, eh bien, le dispositif de soutien est très proche, avec cette lierne, ses entrées et ses poinçons. Enfin, ces 2 églises de Hautes-Alpes, dont certains tirants ont également pu servir de poutres de gloire. Ce sont des reprises limitées dans les moyens requis et les problèmes à résoudre. Mais il en va tout autrement d'un certain nombre de chantiers romans, construits au XIe et XIIe siècle, et qui vont faire l'objet de très lourds travaux. À la suite de quoi? Des tremblements de terre en Auvergne, très bien datés, entre 1477 et 1490. Donc c'est le cas ici de l'église de Saint-Martin de Cournon, dont l'abside, les chapelles rayonnantes, la partie haute du chœur vont être totalement reconstruites. Donc à l'intérieur, on a l'impression que rien n'a bougé, mais en fait, à l'extérieur, tout a été absolument repris. Même chose ici à Chauria, pour cette église Saint-Julien, même système, c'est le chevet qui s'effondre, les voûtes de la nef, les tribunes. On conserve assez curieusement ces tribunes ruinées sous les toitures actuelles, mais la voûte est du XVe siècle, le chœur est du XVe siècle, le chevet est du XVe siècle, mais tous les chapiteaux sont du XIIe siècle. Enfin, 3e exemple, pour l'abbaye de Mozat, qui est au nord de Clermont-Ferrand, qui date des XIe et XIIe siècles, dont on a la chance ici de posséder ce dessin tiré de l'armorial de Guillaume Revel aux alentours de 1450, juste avant les tremblements de terre. Et donc, tout comme à Chauria et ailleurs, le chevet est entièrement détruit par le tremblement de terre, une grande partie du transept, les tribunes sont ruinées, etc., etc. Les voûtes de la nef s'effondrent et le mur gouttereau sud également. Donc voici à la fois le plan dont les parties blanches sont les parties détruites, les parties hachurées sont les parties reconstruites au XVe siècle, et à droite, vous avez
les voûtes qui, évidemment, sont consécutives à l'effondrement dû au tremblement de terre. Plus surprenant, le mur gouttereau sud, totalement reconstruit au XVe siècle. Alors, pour la vue de droite, ce qui me paraît assez intéressant, c'est que vous puissiez regarder les piliers quadrilobés du XIIe siècle avec leurs chapiteaux du XIIe siècle, tout cela est bien normal, mais immédiatement à droite, vous avez le mur gouttereau avec des piles qui imitent le dispositif du XIIe siècle, mais qui sont du XVe siècle, et tous les chapiteaux sont du XVe siècle en imitant des formulations du XIIe siècle. On est constamment dans cette étrange continuité, dans cette façon de ne pas brusquer le passé et donc d'aller vers une curieuse solution tout à fait acceptable. Un petit peu plus brutal, mais pouvait-il faire autrement? Le chevet reconstruit au XVe siècle et en soubassement, vous le voyez, les fondations des XIe et XIIe siècles. Alors bien sûr, on peut incriminer les tremblements de terre, mais de toute façon, c'est le manque d'entretien qui a été dur à tous ces édifices, des paysages ruraux et urbains, antérieurement à cet armorial de Guillaume Revel des alentours de 1450. Il s'agit de regarder ici cette abbaye périurbaine de Clermont, de Saint-André, dont la nef est représentée ruinée, tandis qu'il subsiste son chevet et son transept. Elle disparaîtra peu après. Mais cela est vrai des églises, et cela est vrai des châteaux, des fortifications, des logis seigneuriaux, et donc j'ai pu en faire le calcul. Un petit peu plus de 30% des édifices emblématiques des villages, des quartiers, des faubourgs et des villes sont en ruine, mal entretenus, aux toitures percées et aux murs qui sont phagocytés par des maisons adventices. Donc, très nettement, à la suite du XIVe siècle, l'Auvergne, le Massif central ne sont pas en forme. Et cela touche également de très grands édifices, comme à Souvigny, immense prieurale clunisienne, Saint-Pierre-Saint-Paul, et les solutions de fortune vont également être utilisées pour cette grande église. On va trouver à soutenir, à bricoler des arcs-boutants, comme vous le voyez ici pour ce transept. On intègre des parties romanes dans des massifs gothiques, mais on n'hésite pas non plus à abandonner certaines zones qui paraissent trop difficiles à entretenir. Il s'agit ici d'une avant-nef qu'on appelle la Galilée, une avant-nef clunisienne du XIe siècle qui est délibérément abandonnée. À droite, ce que vous voyez, c'est un transept roman dont on refait le pignon. On le réintègre et on laisse ce chapiteau et ce support comme ça suspendu dans les airs. Donc l'Auvergne n'offre pas un tableau tout à fait extraordinaire en termes de solutions restauratrices et l'on constate que d'autres propositions peuvent être admises et se situent dans le même prolongement. Ces propositions, en voici quelques-unes. Non seulement la modestie prime, dans le cadre d'une œuvre restauratrice visant à rétablir l'ordre ancien des églises paroissiales, mais pour cet édifice, il est très difficile de préciser ce qui est roman et ce qui appartient au XVe et XVIe siècle. C'est le cas donc de très nombreuses de ces églises qui choisissent, face à la nécessité de la restauration, de la reprise, qui choisissent des solutions romanisantes, à tel point qu'on a pu les comparer à des burons, à des granges, à des fours à pain, pour de très modestes églises romanes. Solution étrange également, à Vernolles, plusieurs de ces églises comportent des chapiteaux romans, alors même que leur architecture a été reprise en sous-œuvre, et également on a ici un très beau portail dont la réalité formelle est romane, mais qui date de la fin du XVe siècle. Ce sont des solutions comme ça qui se refusent à brusquer, à brutaliser l'édifice. Troisième exemple, à Salsignac, il s'agit d'un édifice roman dont l'enveloppe a été recomposée. On a simplement ajouté quelques petits éléments discrets
qui soulignent des réalités du bas Moyen-Âge, 15e et 16e siècle. On peut considérer qu'ici, rien n'a bougé ou très peu. Donc, effectivement, nous touchons à l'éternité. Mais parfois, l'éternité est écornée. On doit l'assumer, notamment pour cette église de Saint-Dié d'Auvergne, où les maîtres d'œuvre, les bâtisseurs, les paroissiens s'alertent d'un certain nombre de phénomènes. Effectivement, les matériaux de construction réagissent de manière différenciée à l'action du temps et à celle des facteurs climatiques. À Saint-Dié d'Auvergne, ce sont des granites gris pour l'essentiel, des latérites rouges, les plus foncés, et des grès roses qui sont utilisés depuis le début du XIIe siècle. Et afin de les protéger mieux, les maîtres d'œuvre vont être obligés de travailler à des joints très larges, débordants, des crépis, des badigeons, de façon à lutter contre l'altération de ces matériaux trop fragiles. Cela est constaté au XVe siècle à gauche, au début du XVIe siècle à droite. À chaque fois, on corrige, on tente de trouver un moyen d'allonger le temps, de remettre les parements à niveau en bourrant de mortier et de tuileaux. Alors, c'est vrai en Auvergne, mais c'est tout à fait vrai également, entre autres exemples, dans l'île de Ré avec cette église cistercienne, qui montre une altération des calcaires marneux très tôt dans le temps. Tous sont alvéolés et creusés, et ce n'est pas, j'insiste, un phénomène récent. Très tôt, effectivement, on s'aperçoit que l'entretien est poursuivi tout au long du XIVe siècle, des XVe et XVIe siècles. À chaque fois, en dehors de travaux relatifs aux couvertures et aux bâtiments habitables, ce sont des parements calcaires qui sont repris, rongés par les embruns et dont les alvéoles sont bourrés de mortiers lissés et de mortiers de tuileaux. Des œuvres comme cela, nous en disposons de très nombreuses dans toutes les campagnes françaises. À propos du XIXe siècle, il y a presque trop à dire à la suite de cette courte première partie. C'est-à-dire que nous sortons d'une civilisation aux lentes économies extensives dans laquelle l'artisanat domine pour entrer dans une économie intensive qui accélère les productions et les rentabilités. Cependant, des crises vont secouer également ce monde de la restauration depuis le milieu du XIXe siècle. On peut en percevoir assez aisément un certain nombre de facettes. Il s'agit de prendre une revanche sur la Révolution française dans l'espace français. Il s'agit de réaffirmer les droits de l'Ancien Régime face aux démolisseurs et aux marchands de pierre. Il s'agit d'une irrésistible montée des États-nations en Europe et d'une progressive affirmation des peuples qui aiment à se reconnaître dans leurs monuments. Mais ici, je voudrais surtout insister sur ces chantiers qui sont caractérisés par une vaste fourmilière d'hommes grouillante qui s'empare absolument de toute l'Europe, pas seulement de l'espace français post-révolutionnaire, mais bien de toute l'Europe. Partout surgit des architectes, des hommes qualifiés ou non, des ateliers qui sont là pour répondre aux exigences de ces restaurations. Donc ici, à Reims, très tôt, on a des échafaudages qui permettent de nouveau de reconnaître les dispositifs de ces parties hautes des cathédrales, leurs combles, les voûtes, les arcs-boutants, leurs pinacles, ce qui n'était qu'oublié depuis. Donc il faut dire que ces besoins sont absolument immenses et que les églises, les châteaux, les palais sont souvent dans un état absolument pitoyable et que bon nombre d'entre eux avaient, comme on dit, passé la limite. Les édifices les plus prestigieux, pour l'essentiel, ce sont des cathédrales, des chapelles royales, et on peut dire que maintenant, désormais, ces édifices font l'objet d'attentions multiples, même si tout à l'heure j'en critiquerai un certain nombre de travaux. Les architectes, on peut le considérer également, sont la plupart du temps pointilleux, rigoureux, parfaitement à leur place, en tentant d'adapter le rationalisme du XIXe siècle aux réalités médiévales, romanes et gothiques. Et je crois franchement que l'on a beaucoup de mal à imaginer
cette fièvre qui s'est emparée des Européens à partir du milieu du XIXe siècle. Des milliers d'édifices sont concernés par ces entretiens, constructions, reconstructions, restaurations. La plus modeste église est concernée. Partout, des chantiers et des questionnements qui bouleversent les connaissances, mais qui aident également à la réflexion. Qu'est-ce que le passé? Qu'est-ce que l'on doit absolument en garder? Et comment le garder? Sous quelle forme? Donc il paraît au moindre village absolument inconcevable, aux côtés de l'école, aux côtés de la mairie, de ne pas avoir également l'édifice emblématique, même s'il doit être restauré. Alors n'exagérons pas, ces édifices, d'une part leur état n'est pas brillant, mais on peut considérer qu'un grand sérieux s'est emparé d'un bon nombre de restaurateurs. Je prends simplement le cas de cette église de Genouillé qui est prise en photographie dans cet état donc en 1919, et on peut le comparer avec l'état actuel. On pourra acquiescer assez largement aux choix opérés par les restaurateurs du début du XXe siècle, à condition de pouvoir faire état des clichés anciens, d'en montrer la réalité ancienne, et pas seulement la réalité actuelle. Cependant, justement, il n'est pas possible d'en dire toujours autant. Bien souvent, les édifices restaurés se présentent de cette façon, comme des damiers, des mosaïques de pierre, où l'ancien voisine le neuf, avec des pierres qui ont été remplacées et qui sont par trop visibles. Alors on pourra me dire, et on a pu dire, que cela allait vieillir, que la patine des anciennes maçonneries finirait bien par se confondre avec les plus récentes, et on se rendra vite compte que ce n'est pas tout à fait exact, que bon nombre des matériaux exogènes, étrangers, vont mal s'adapter et sont totalement incompatibles avec les matériaux d'origine. On reste donc assez longtemps face à ces parements bigarrés, ces mélanges de matériaux, ces différences de taille de pierre, puisqu'on peut effectuer bon nombre d'études entre les matériaux, la taille de pierre des matériaux au XIIe siècle et celle du XIXe siècle, ça n'a absolument rien à voir dans le dispositif, dans le geste, dans la marque, dans la trace, et vous le voyez même ici pour Givresac, il y a une partie de ces calcaires qui sont simplement sciés. Mais je dirais, au moins, il n'y a pas de tromperie ici. On sait où on en est. On ne peut pas confondre la pierre remplacée au XIXe siècle avec celle du XIXe siècle. Et il faut bien le dire, le XIXe siècle, il est dur. Sa rationalité, son positivisme n'aime guère le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il est irrégulier, toujours de guingois, très rugueux, et jamais travaillé à la règle. C'est ce qui arrive à Saint-Philibert de Tournu. On va redresser tout cela, on va l'aseptiser. La partie droite, évidemment, c'est l'actuel, la partie gauche, c'est l'état d'origine. Une certaine forme de raideur s'impose et une sécheresse qui vont avoir des conséquences tout à fait détestables. Exemple de surgère dans les pays charentais, on fait disparaître tout ce qui ne convient pas. S'il est roman, l'édifice ne pourra supporter ce qui est gothique, ce qui est le cas d'une très belle baie rayonnante axiale ici. S'il est gothique, alors les périodes antérieures sont susceptibles de disparaître. S'il est tordu, on redresse l'édifice. S'il est irrégulier, on le plie à de nouvelles règles qui pourront donner des édifices mis au pas d'une certaine manière. Alors c'est le cas de cette collégiale de Saint-Léonard de Noblat, c'est à côté de Limoges. On a ici l'état actuel et on pourra être surpris, si vous voulez, de l'aisance qui s'empare des restaurateurs quand il s'agit de faire disparaître un certain nombre d'éléments. Donc tout ce qui contrevient à la règle doit disparaître. Effectivement, nous disposons des clichés avant restauration. Et ce qui contrevient à la règle, ce sont les fortifications, les appentis, les toitures un peu de guingois, les cloisons en torchis, tout ce qui participe d'une définition de cet horrible mot d'authenticité. Les restaurateurs sont passés par là. Donc une certaine raideur dogmatique, des outrances, et parmi ces outrances, quelques-unes que je prends, non pas systématiquement, mais j'aime beaucoup Saint-Front de Périgueux avant et après. Il s'agit d'Abadie, restaurateurs,
qui va être également architecte du Sacré-Cœur de Paris. Il ne supporte pas le gothique, il enlève le gothique. Les voûtes ne sont pas assez régulières, il les fait reconstruire. Les parements sont un peu dégradés à son goût, eh bien, il les fait changer. Et tout cela également pour le décor, les chapiteaux. Donc, quelques-uns échappent à la destruction. À Toulouse, vous le savez, Saint-Cernin, ce sont les fortifications du XVIe siècle qui disparaissent. Les crépis, les badigeons, les couvertures en tuile creuse, cela au profit de cette extrême régularité de dalles calcaires qui sont sciées. Et finalement, pour Toulouse, ce n'est que très récemment que l'on va entreprendre la dérestauration, très discutée évidemment, en revenant sur des parties anciens antérieurs aux restaurations de Viollet-le-Duc. Mais je pourrais ajouter, sans véritable surveillance archéologique, des parties supérieures. C'est-à-dire qu'on ne sait rien de ce qu'il y avait sous les restaurations de Viollet-le-Duc. Certainement qu'il y avait des dispositifs de couverture de charpente médiévale ou moderne. On ne le saura pas parce que, à ma connaissance, il n'y a pas eu de surveillance archéologique lors de ces travaux qui pouvaient être nécessaires, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un protocole suffisant. Exemple également d'Angoulême, qui subit une sévère correction, une définition néo-romane, il faut qu'elle soit régulière, à la française, 2 tours, etc. Un petit pignon bien régulier, tout cela est régularisé. Et enfin, exemple un peu moins sévère, à Saint-Martin-de-Brive, qui voit disparaître l'ancien dispositif de sa tour-porche, les irrégularités adjacentes et les maisons que vous voyez encore à droite ont disparu depuis. Donc c'est bien de cela aussi dont on doit parler lorsqu'il est question d'entretenir et de restaurer. Il ne s'agit pas seulement de considérer les monuments sauvés de la ruine et mis en valeur, mais également des édifices qui, on peut le dire, ont été gâchés, voire défigurés. Alors tout cela se met en place tout au long de cette seconde moitié du XIXe siècle, au début du XXe siècle également. On réfléchit aux administrations à mettre en œuvre. En France, la Commission des monuments historiques, les... comment s'appelle-t-il déjà ces services diocésains, les architectes diocésains, etc. On passe d'un régime à l'autre à une administration qui réfléchit jusqu'au début du XXe siècle. Simplement, au moment où l'on réfléchit, évidemment, en rationalisant les règles de restauration, c'est le conflit de 1914-1918 qui empêche toute réflexion assagie et quasiment toute discussion contradictoire. Ça, c'est un vrai problème, en tout cas dans la France qui est déjà très centralisée des années 20. Très rares vont être les historiens d'art et les architectes qui vont savoir proposer d'autres solutions, des solutions contrastées, de compromis et de discussion. Alors à propos de Reims, vous le savez, on a par exemple l'attitude d'Eugène Lefebvre-Pontalis qui souhaite simplement étayer la ruine, la consolider. On a ceux qui veulent simplement remplacer les sculptures par des copies, des moulages, voire des créations contemporaines. Et on a ceux qui veulent figer l'édifice à l'état de ruine pour témoigner pour toujours d'un état de barbarie. Alors on le sait, ce ne sont pas ces choix qui vont être préconisés, qui vont prévaloir, mais comme tout à l'heure, on retrouve une nouvelle étape de forêt d'échafaudage, de fourmilière d'ouvriers qui pansent les plaies et qui se remettent à travailler après ce premier conflit. Eh bien, il ne va pas en être partout de même. Une forme de résurrection à Reims, mais pour cette église de Tracy-le-Val dans l'Oise, qui n'avait jamais été très fortement restaurée, que Viollet-le-Duc dessine dans ses dispositions assez précises dans son dictionnaire raisonné d'architecture, eh bien, cet édifice disparaît quasiment en 1916, et c'est donc un parti de la reconstruction qui va prévaloir, qui va l'emporter. Alors effectivement, tout cela est nécessaire, à la fois pour les habitants, pour l'espace, tous les départements français du Nord, et face à l'urgence, il faut bien le dire que les études archéologiques et architecturales n'ont pas toujours été conduites. Trop peu d'hommes, trop d'urgence.
À Noyon, pour la cathédrale, il n'y a pas eu d'extraordinaire catastrophe, mais pour la ville elle-même. Comment redonner à ces quartiers du caractère et une âme à des constructions, à des reconstructions qui vont pasteuriser ces centres-villes, et tout cela tout en sachant que cette ville-là a été écrasée par les obus des deux armées, pas seulement d'une, mais bien des deux armées au gré des offensives et des contre-offensives. Reconstruite à Noyon, mais jamais reconstruite à Vauclair. On possède à la fois des relevés, de superbes clichés photographiques avant destruction, mais c'est un ensemble qui ne sera jamais relevé. Alors on peut discuter sans fin, mais dans le nord de la France, les restaurateurs ont fait leur possible, il me semble assez honnêtement, sans trop de raideur, sans trop de sécheresse, et il me semble que cela reste supportable, notamment pour Arras et sa Grand Place, que l'on ne pouvait décemment pas laisser à l'état de ruine. Mais je n'oublie pas non plus cette ville d'Ypres, qui devient le symbole d'un pays écrasé, dont la reconstruction est une évidence pour tous. Et il reste qu'en Europe, au moment même où l'on n'a pas réfléchi aux outrances proposées par les émules de Viollet-le-Duc, qui proposent une restauration, une définition et des pratiques trop franches, trop honnêtes, trop sûres d'elles, eh bien, il n'existe que peu de nuances. Et en Europe, quelques nuances avec l'Angleterre et les partisans de Ruskin, qui, d'une certaine manière, vont tenter de calmer les ardeurs françaises en proposant une restauration plus raisonnée, plus lente, plus respectueuse et apaisée. On va dire que ce sont les années 20-30, on va s'atteler à reconstruire, à restaurer toutes les zones dévastées en taisant, un petit peu obligé, il faut bien le dire, les contradictions. Mais vous le savez, à peine le temps est venu de la reconstruction, c'est un second conflit qui touche de nouveau toute l'Europe. Alors je ne vais pas évidemment faire une liste exhaustive et ennuyeuse de tous les édifices concernés, de toutes les villes. Ce sont les villes normandes, vosgiennes, la cathédrale de Nevers, la cathédrale de Rouen, ici. D'une part, on peut admettre plus facilement que les études préalables sont mieux conduites, plus complètes, avec couverture photographique, des relevés assez conséquents, des publications. Tout cela paraît assez récent et rassurant. Mais de manière à s'en rendre compte, on va quitter l'espace français pour cette région allemande du Palatinat et on va envisager le cas de quelques églises restaurées et reconstruites après 1945. Eh bien, cette église Saint-Andreas de Cologne est une sorte de fantôme. On a les photographies après bombardement, il n'y a pas une seule voûte qui subsiste, la plupart des élévations ont été totalement reprises, les statues détruites et le grand retable que vous voyez tout au fond détruit également. Donc ici, pas de jugement de valeur, je dirais. Il y a exactement la même légitimité à reconstruire la cathédrale de Reims et à reconstruire ces édifices de Cologne. Alors, assez révélateur, les actions menées pour Sainte-Marie au Capitole de Cologne, dont on dispose effectivement de ces superbes clichés photographiques de la fin du XIXe siècle, alors même que l'église vient d'être restaurée par l'administration impériale de Guillaume II, qui fait reconstruire, ne l'oublions pas, le château du Haut-Königsbourg face à celui de Pierrefonds pour Napoléon III. Évidemment, en 1947, l'édifice est en grande partie détruit et les services allemands vont choisir un parti assez rigoureux qui consiste à reprendre l'ensemble en tenant compte de fouilles, d'analyses archéologiques, tout en supprimant les apports du XIXe siècle, ce qui pourrait être discuté. Mais en tout cas, on les fait disparaître. Actuellement, Sainte-Marie au Capitole de Cologne se présente d'une manière assez dépouillée et j'estime qu'il s'agit d'un très bel exemple de restauration de la seconde moitié du XXe siècle, bien documenté. L'église de Saint-Pantaléon de Cologne, c'est un petit peu plus compliqué puisque nous disposons pour cet édifice du début du XIe siècle de gravures, de documents des XVIe et XVIIe siècles
qui nous montre donc des particularités de ce qu'on appelle le massif occidental, la grande façade très développée, ottonienne, avec des tourelles, un avant-corps, etc., tout un décor de la première moitié du XIe siècle. Simplement, ce que l'on sait, c'est que pour cet édifice, les décors du XIe siècle vont disparaître, les tourelles aussi, dans le courant du XIXe siècle, entre 1838 et 1880. Ce que l'on sait également, c'est que l'administration impériale de Guillaume II va faire rétablir la façade, les tourelles et son décor à la manière ottonienne, dans le cadre évidemment d'une restauration culturelle de l'Empire et de la civilisation post-carolingienne. Évidemment, tout cela est bombardé, tout cela disparaît, et on va reconstruire, exactement comme tout à l'heure à Sainte-Marie au Capitole de Cologne, l'église Saint-Pantaléon, du mieux possible, avec à la fois les réalités du XIe siècle qui sont pauvrement conservées et tous les témoignages archéologiques qui sont bien valorisés. Alors, quelle est la différence ? Eh bien, la différence, c'est que dans chacune de ces églises, il y a de grands panneaux avec toutes les photographies des documents 16e, 17e, 18e, 19e. On sait où on en est. Je ne connais pas un seul exemple en France où l'on a montré toutes ces réalités. Sauf peut-être en Normandie, il me semble en avoir vu. Mais je n'en suis pas certain. Donc ça quand même, ça pose un problème scientifique, ça pose un problème d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis des visiteurs qui ensuite envisagent ces édifices. Alors mon dernier exemple européen d'après-guerre, c'est Nivelles. Vous le savez, c'est un édifice qui a été bombardé et incendié en 1940 et de très importantes campagnes de fouilles et de restauration vont y être menées. Pour les zones internes, il me semble qu'il n'y a absolument aucun problème. L'ensemble est rétabli de façon très honnête. Il me semble qu'il n'y a aucun souci. Les pertes irréparables, ce sont les éléments de mobilier. Vous le savez, la grande chasse de Sainte-Gertrude disparaît à 95%. On n'en possède plus que quelques vestiges brûlés et fondus et une copie qui est conservée à Moscou. Mais le problème, ce n'est pas l'intérieur, ni la crypte archéologique, ni les parties restaurées de l'ensemble interne de l'abbatiale. Le problème, c'est l'extérieur, la façade, le massif occidental, construit entre 1970 et 1980, en dépit d'excellents dossiers archéologiques. J'insiste, vous pouvez les trouver sur Internet, il n'y a aucun souci, il y a un vrai problème d'honnêteté intellectuelle ici. Les dossiers sont publics, mais on a du mal à se dire qu'il s'agit là d'une modernité restauratrice. On ne se détache pas là des pratiques de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à la suite du grand incendie et des bombardements de 1940, toutes les parties gothiques subsistaient en état. On ne les a pas restaurées, on les a fait disparaître. Toutes les parties qui gênaient ou qui contrevenaient à la règle ottonienne de cette église Sainte-Gertrude ont disparu au profit de cette version-là. Alors, c'est une question d'un éloignement tout à fait volontaire vis-à-vis d'un certain nombre de préconisations. Vous les connaissez, ces préconisations. C'est la charte de Venise de 1964. 20 ans après cette charte de Venise, on reconstruit Nivelles de cette manière. Donc, nous devons travailler avec prudence, nous devons nous interroger sur les pratiques restauratrices sur du long terme. Et, en quelque sorte, quelle est la part du sacrifié que l'on accepte dans notre définition contemporaine du restauré? Qu'est-ce qui doit disparaître à chacune de nos étapes de restauration que nous justifions constamment? À ça, pour justifier, on est capable, mais pour faire disparaître également. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir à un certain nombre d'étapes et de possibilités. Comme ici, je considère que nous avons été à la fois aveugles et aveuglés. Nous n'avons pas anticipé les problèmes posés par la restauration dans la définition de Viollet-le-Duc. On s'est révélé absolument incapable de réfléchir à ces problèmes de restauration après le premier conflit mondial, et cela fait 70 ans que nous n'avons pas réellement mis les choses au point
après le second conflit mondial. Donc des questions pour moi restent posées que l'on se doit d'envisager. Alors on va en discuter, on peut en montrer les avancées, proposer de nouvelles voies. C'est ce que je vais tenter de faire en montrant quelques-uns des problèmes posés par ces restaurations relativement récentes du XXe siècle. Donc la cité de Carcassonne, tout le monde la connaît. Évidemment, elle se présente comme ceci en 1890-1900. Des ruelles, des maisons, des appentis, de l'artisanat, des populations, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tous ces édifices sont habités. Il y a des gens, des populations. Mais après Restauration, au XXe siècle, non seulement les vieux quartiers ont été rasés, les maisons du bas Moyen-Âge, les constructions modernes et aussi contemporaines, mais les populations ont été chassées. Cela aussi, c'est restauré. Alors, je me suis interrogé et en même temps, j'avoue que je me suis un petit peu amusé. Je nous trouve tout à fait formidables. Saint-Genis-des-Fontaines, dans les Pyrénées-Orientales, nous disposions d'un cloître roman parfaitement complet, photographié comme ceci, au XIXe siècle. Cloître que des élus, des propriétaires vont vendre en tranches, pour l'essentiel à un antiquaire français, qui en vend lui-même une partie aux États-Unis, une partie au Louvre et une dernière partie pour orner une grande propriété de la région parisienne. Qu'est-ce qui reste? Ceci. Alors, entre les copies, les rachats et les rapatriements divers, le cloître va finalement être reconstitué entre 1986 et 1987. Miracle! On ne peut pas dire que ça se soit fait sans errance, ce programme de restauration, de conservation et de protection. Donc on peut avoir toutes les définitions que l'on veut sur le patrimoine, cela aussi fait partie de cette définition. Mais je veux assagir ma vision. Il y a parfois de très bons exemples. J'estime que l'abbatiale de Bernay fait partie de ces très bons exemples. Il y a de belles réponses qui sont apportées. En Normandie, c'était un édifice du début du XIe siècle qui avait été transformé en halle, en entrepôt à la suite de la vente des biens nationaux de la Révolution française, puis en cinéma, et il va être restauré, partiellement d'abord, puis plus complètement. Mais je dirais que là, c'est tout à fait honorable, parce que ce n'est plus un fantôme mensonger, ce n'est pas mensonger cette situation. Tout est très net sur la question de la différence entre les parties anciennes et les parties contemporaines. Les volumes sont là, et il me semble que c'est une solution qui, sans doute, a soulevé bon nombre de discussions, mais qui peut être agréable. Alors, beaucoup reste à discuter. D'une part, il ne faut pas mentir sur la question historique et la question archéologique du monument que l'on doit transmettre. D'autre part, il me semble que nous devons travailler non pas sur du court terme, en termes de budget, mais bien sur du long terme. Nous voici aux Pays-Bas, face à Saint-Servais de Maastricht, un édifice à la fois bien entretenu, il me semble, ce qui est essentiel, et globalement bien restauré. Alors, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur. Quand je dis bien restauré, c'est tout simplement parce qu'il respecte, pour l'essentiel, les procédures, les préconisations des chartes de Venise qui ont été renouvelées en 2000 avec la charte de Cracovie. Ensuite, il ne faut pas oublier quelques curiosités pour une construction où les calcaires de la fin du XIe siècle ont plutôt bien résisté aux facteurs d'altération. C'est la partie haute de ce massif occidental que l'on peut saisir ici, mais dans la partie basse, ce sont des grès. Et ces grès sont de mauvaise qualité parce qu'ils possèdent des argiles, et de ce fait, c'est le même problème que pour la pierre bleue de Tournai, et cela crée une moindre résistance, il y a des altérations possibles, et en tout cas si l'on considère les 9 derniers siècles. Et donc s'ils s'altèrent, ces pierres, eh bien, on les remplace de manière à correspondre aux anciennes surfaces de référence. Alors le problème, c'est qu'il existe des interactivités entre les matériaux qui ne s'accordent pas forcément entre eux. Il est demandé à des pierres extraites et taillées au XIe siècle de s'entendre avec des pierres qui viennent tout juste d'être travaillées au XXe siècle. C'est délicat. Le mariage n'est pas toujours réussi, cela d'autant que les mortiers actuels sont assez différents
et réagissent différemment de ceux du XIe siècle. Moralité, l'altération des parties anciennes va tendre à s'accroître à proximité des zones neuves et des pierres remplacées, ce qui fait que l'on aboutit à ce curieux effet d'escalier qui, à mon sens en tout cas, n'est pas forcément du meilleur effet. Il n'empêche que, si on peut toujours trouver à redire, à Maastricht encore, c'est un édifice pour lequel les choix des restaurateurs m'apparaissent bons, en tout cas honnêtes, y compris à l'intérieur, en considérant par exemple à droite cette vue interne du Massif occidental en 1848, qui manifestement est encore enduite de ces badigeons clairs, et on peut le comparer avec les choix d'aujourd'hui. Il me semble que l'on peut accepter cela sans trop rechigner. Ce sont des restaurations, des chantiers qui encouragent la discussion, qui la suscitent de manière à progresser sans trop faire d'erreur. Alors on peut tenter la même chose à Notre-Dame de Bruges, pour laquelle nous disposons d'un très beau tableau de la période moderne qui est à la fois important en termes de mobilier avec ce jubé et sa poutre de gloire, mais également pour la présence de badigeons couleur crème plutôt grisâtre, ce qui est assez habituel à vos pays. Mais c'est important parce qu'on peut comparer maintenant l'effet de ce tableau avec les badigeons actuels qui ne sont pas encore restaurés à droite et qui sont issus de la restauration à gauche. Donc les badigeons non restaurés sont quelque peu poussiéreux, j'en conviens, mais sans doute d'une teinte originelle plus terne, plus douceâtre et moins clinquante. Donc c'est affaire d'appréciation. Tout en sachant que l'on évalue mal actuellement la durabilité de ces enduits contemporains qui sont soumis à des conditions de maçonnerie et construction anciennes qui possèdent des degrés d'hygrométrie, des souplesses spécifiques, des échanges de température qui ne sont pas toujours intégrés par nos laboratoires. On peut, par exemple, se contenter de simplement nettoyer. Voici la vue avant et la vue après. Les teintes d'origine ressortent, c'est parfaitement vérifié ici à Limbourg, dans le Palatinat, et cela n'évite pas, toutefois, cette mode d'enduire et de badigeonner. Donc, à Limbourg, c'est parfaitement réussi, il me semble, à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est un petit peu surprenant, hein. On a cette vue avant restauration et après. Avant, on voit les grès, on voit les calcaires, visiblement, peut-être y a-t-il eu des traces d'enduit, je ne le sais pas, mais admettez qu'il y a quand même une surprise. Ce sont des chantiers de restauration en Allemagne qui sont presque toujours très bien documentés, donc on peut considérer qu'il y a là sans doute une origine archéologique, en tout cas des témoignages qui ont permis cela. Il reste qu'en Allemagne, il n'évite pas non plus le côté damier, patchwork, avec effet bicolore, des pierres remplacées. C'est vrai à Aix-la-Chapelle, c'est vrai à la cathédrale de Cologne. Et précisément, à la cathédrale de Cologne, on le sait, elle est construite en trachyte. C'est une pierre volcanique que nous connaissons bien en Auvergne, facile à travailler, fragile et légère. Mais cette pierre de trachyte, elle est sensible aux pollutions qui donnent à la fois ce qu'on appelle des croûtes noires à droite, qui agglomèrent des poussières et des polluants, donc un impact chimique, mais également altéré par différents projectiles, inutile de vous faire un dessin à Cologne, dont l'impact est purement physique. Donc nous sommes à la fois face à une érosion naturelle qui desquame, qui arénise, qui alvéole, qui foliote les pierres, mais également face à des phénomènes d'altération physique qui s'additionnent aux précédents. Et immanquablement, les solutions sont les mêmes. Si une pierre de trachyte présente un faciès beaucoup trop altéré à gauche, eh bien on la remplace. Mais on va lui préférer des trachyes andésites, pierres plus résistantes, plus lourdes, à forte densité. Les difficultés tiennent en deux points. L'aspect strictement esthétique, avec ces camailleux de couleurs que l'on n'est pas obligé d'accepter, que les services allemands acceptent parfaitement à la cathédrale de Cologne. Mais également un problème de résistance des matériaux de remplacement
qui entrent en interaction avec ceux d'origine et en règle générale, cela ne fonctionne pas ou mal. Alors, tout en considérant ceux qui œuvrent aux différents chantiers de restauration, ici à Saint-Pierre de Cologne, il me semble que nous nous devons de réfléchir aux nouvelles approches, aux perspectives pour mieux lier le travail d'ingénierie des laboratoires à ceux des universités, qui sont plus nombreuses que l'on croit à travailler à ces questions, et également y associer les populations, les différents opérateurs privés ou publics d'archéologie. Il me semble que c'est ambitieux, mais que pour l'essentiel, sans entrer dans le détail, vous y arrivez fort bien depuis une dizaine d'années à la cathédrale de Tournai. Ça ne veut pas dire que ça se fait sans difficulté, mais cela se fait bien, il me semble, et vos services fonctionnent quand nos services à nous, en France, sont trop étanches. Je reviendrai sur Tournai, mais je veux insister là très rapidement. On a vu justement tout à l'heure des relevés qui concernaient cette chapelle sud de la cathédrale. Je veux insister sur la diversité des pierres qui sont utilisées pour un chantier de restauration. Dans les faits, tous ne sont pas documentés à ce niveau en France. Ce que j'ai vu du chantier de Tournai est tout à fait encourageant et vos documentations sont exponentielles. On sait où l'on va et effectivement, il faut aller vers ces cartographies exhaustives de façon à avoir un retour sur expérience en considérant non seulement la résistance des matériaux utilisés, mais également cette question de la durabilité du chantier de restauration. Pour combien de temps restaure-t-on? Ça doit durer combien de temps? 20 ans? Une génération? 100 ans? Que l'on me réponde. Il n'y a pas ici de laboratoire qui a suffisamment de recul sur 5-10 ans, en grande moyenne. Alors, on va reprendre notre exemple du prieuré de Saint-Dié d'Auvergne, construit au XIIe siècle, vous vous souvenez, restauré à la fin du XIXe siècle, et nous sommes obligés de constater que les maçonneries les plus anciennes, celles que vous voyez ici, qui sont bien conservées, ce sont celles qui gardent leur mortier ancien dans le contexte d'un équilibre entre humectation et déshydratation. Alors l'humectation, c'est la façon dont un mur peut absorber l'eau de la pluie, des remontées par capillarité et des différentes infiltrations par le haut. La déshydratation, évidemment, c'est la façon dont ces maçonneries anciennes vont rendre l'eau qui va s'évaporer par ventilation d'une certaine manière. Donc ici, on a le résultat de 9 siècles de ce double mouvement de déshydratation-humectation, et dans ce cas, l'usure est presque toujours légère, chimique et surtout extrêmement lente à chaque fois que l'on peut l'étudier. Alors que, pour le même édifice, dans le cadre de maçonnerie restaurée, les nouveaux granites vont interagir avec les anciennes latérites, les granites anciens et les arkoses. Cela d'autant qu'il y a en plus des joints au ciment Portland qui créent d'autres zones d'étanchéité. Et cela amène à plusieurs conséquences. L'eau qui est à l'intérieur du mur, elle veut sortir, mais elle ne peut plus s'échapper par les zones restaurées et par les zones rejointoyées au ciment Portland. Et donc elle s'échappe par des pierres qui sont fragilisées déjà par 9 siècles et qui sont les moins étanches. Moralité, les pierres que l'on n'avait pas cru bon de voir remplacées au XIXe siècle vont être maintenant pourries et doivent être remplacées. Ça suppose donc de considérer une curieuse conséquence des restaurations menées depuis environ un siècle. On considère cette façade du XIIe siècle construite en gneiss et en arkose, en Auvergne, qui s'use lentement par le biais de processus essentiellement chimiques, vieux de 8 siècles. Certaines parties méritent d'être remplacées, ce qui est fait à la fin du XIXe siècle, avec, non pas des gneiss, poreux et légers, mais des granites étanches et lourds, plus nos fameux ciments Portland. Donc, ce qui est du domaine de la stabilité est acquis. Simplement, cela va contribuer à accroître, à accélérer la vitesse d'érosion des pierres anciennes, en aboutissant à des zones altérées sur une moyenne de 2
à 18 cm de profondeur. Soit ici un relevé pétrographique de la partie basse de cet édifice qui montre en bleu les restaurations en granit et en jaune les parties d'origine. Alors on va simplifier en constatant que les altérations les plus profondes se situent toujours là où l'eau de l'intérieur découvre de nouvelles portes, c'est-à-dire dans les zones les plus fragiles et les plus anciennes. Elle ne peut plus le faire dans les zones granit et ciment Portland, elle le fait immédiatement au-dessus dans cette zone d'interface qui est ici en bleu clair ou bleu foncé selon les altérations constatées. Évidemment, voici le détail, un détail d'un parement qui était sain au XIXe siècle, que l'on n'avait pas cru bon de voir remplacer. Et vous le voyez en haut à droite, ce sont des pierres du XIIe siècle avec leur calcin, avec leur biofilm qui montre encore des traces de taille en feuilles de fougère, les signes lapidaires, et donc nos fameuses cyanobactéries qui nourrissent la pierre d'une certaine manière et la transforment d'un matériau gris violacé en matériau orangé. Partout ailleurs, les gneiss sont détruits, alvéolés, arénisés par le double effet de la présence de ces granites immédiatement situés en dessous et des ciments étanches. En gros, ce que vous avez là sous vos yeux, ce n'est pas le résultat de l'action lente du temps sur 8 siècles, mais bien celui d'une action rapide après restauration sur 1 siècle. Il est évident que dans le meilleur des cas, cela va conduire un certain nombre d'opérateurs, d'architectes, à s'interroger, et notamment de plusieurs façons différentes. On peut cartographier, documenter. À la cathédrale de Strasbourg, on cherche à comprendre, et il y a une très forte honnêteté intellectuelle ici. Pour ce segment de la flèche de la cathédrale, on enregistre tour à tour les dates d'intervention, les matériaux utilisés, les différentes pathologies et les interventions à venir, souhaitées, à programmer. Cela me semble parfait. Ailleurs, ce sont des zones plus vastes qui vont permettre d'enregistrer différents matériaux, 7 grès différents qui sont utilisés pour le sommet de la flèche de la cathédrale de Strasbourg. C'est une possibilité qui va être couplée d'autres documentations, toujours à la cathédrale de Strasbourg, ces plans de calpinage qui autorisent des réflexions sur du moyen et du long terme en se donnant le temps de réfléchir avant d'agir. Passons de Strasbourg aux laboratoires allemands. Ici, ce sont les colmatages qui sont repérés, les poussières agglomérées, ce que l'on nomme des croûtes noires, les ajouts, les pierres remplacées, celles qui ont fait l'objet de renforcements, qui ont fait l'objet de cols diverses. Tout cela me paraît absolument essentiel, à la fois pour cette demi-baie à gauche et ce fronton à droite. Simplement, ces dernières années, les enquêtes ont été augmentées, et notamment en France, sur demande du laboratoire de recherche des monuments historiques de Champs-sur-Marne, dans la région parisienne. Alors, les premiers examens consistent à quoi? À réunir, à recueillir les plus anciens documents graphiques et photographiques, de manière à considérer l'état, par exemple, de ce portail sur environ 1 siècle. Ensuite, on va réaliser une ou plusieurs études pétrographiques, dont l'état est présent à gauche, et également une étude des altérations constatées à droite. Cela ne semble pas suffisant, et donc on va enregistrer les pertes d'épaisseur vis-à-vis des surfaces de référence. Ce qu'on appelle les surfaces de référence sont les surfaces les plus anciennes, avec les traces de taille, les signes lapidaires et autres, et donc tout ce qui disparaît est considéré comme perte d'épaisseur. Et enfin, à droite, vous avez les fameuses altérations biologiques, tout ce qui est de l'ordre de la colonisation par lichen et biofilm végétal, tout cela doit apparaître. Donc c'est très savant, c'est très complet, c'est très beau, et il semble difficile d'aller plus loin pour augmenter la documentation, pour aller vers des contradictions, apporter des précisions. Mais je vous propose cette vision-là. Celle de Notre-Dame-la-Grande
photographiée vers 1860. Évidemment, une façade qui a fait l'objet d'un programme de restauration qui a été salué, je crois, de manière quasi unanime. Une entreprise absolument exemplaire qui a été publiée de nombreuses fois et qui a fait l'objet d'un très beau numéro dans la revue Monumentale. Je crois que c'était le numéro 1 d'ailleurs. Alors, tout est possible dans le cadre de ces études, et notamment, on peut aller vers ces relevés de pierre à pierre, et notamment ici, des pierres qui ont fait l'objet d'une action de dessalement. On les situe, hein, on est honnête, on situe les pierres qui ont été dessalées, puisque vous savez que cet édifice, après la Révolution française, a été transformé en entrepôt, il y a eu saumure, il y a eu sel, et donc ça a pourri d'une certaine manière un certain nombre de chapiteaux et de pierres sculptées ou non du XIIe siècle. Donc là, on a un vrai cadre de lecture encourageant, c'est rigoureux, c'est rassurant sur nos entreprises de restauration. Cependant, évidemment, nous ne devons pas oublier que cette façade romane, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a fait l'objet de multiples interventions, et notamment celles qui ont consisté à remplacer des pierres, aux environs, selon les parties, de 25 à 30% des pierres de cette façade, ce qui me semble être un sujet d'interrogation. On a parlé d'authenticité tout à l'heure. Exemple de Clermont-Ferrand avec la collégiale Notre-Dame du Port. Collégiale également classée au titre du patrimoine de l'humanité, dont on peut théoriquement se réjouir de l'état de conservation. Mais il se trouve qu'avec les étudiants en doctorat de Clermont, nous avons pu faire une étude pierre à pierre sur l'ensemble des parties concernant cette collégiale. Et si on regarde de près le mur Boutereau sud, environ 25% des pierres ont été remplacées entre 1830 et 2006. Je précise que les pierres les plus foncées, ce sont celles du XVe siècle. Les parements en gris, ce sont les pierres remplacées au XIXe siècle jusqu'au tout début du XXe siècle. Les pierres vertes, ce sont celles qui ont été remplacées au début du XXIe siècle. Et cela, c'est un problème qui se vérifie absolument partout. Je vous montre l'élévation nord du même édifice. Alors évidemment, les clochers ont été remplacés au XIXe siècle parce qu'ils s'étaient effondrés à la fin du XVe siècle lors de nos fameux tremblements de terre. Mais il faut retenir ici ce fameux cumul de restauration des XIXe et XXe siècles. Environ un quart des pierres sont remplacées. Ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas exceptionnel. On peut faire l'expérience sur bon nombre d'édifices, et notamment à Saint-Étienne de Nevers, j'ai fait exactement le même type d'expérience. Selon les parties, 25 à 30% des pierres sont remplacées. Qu'en restera-t-il dans 2 siècles ou dans 3 siècles? Pour le logis ducal et royal de Loches, qui est une référence pour les historiens d'art et les historiens de l'architecture de la première Renaissance française, on voit qu'il y a là des restaurations qui se montent à environ 50% des parements en zone sculptée ou non. Ce sont des constats qui, à mon sens, doivent nous aider à réfléchir à l'avenir, à réfléchir à nos pratiques restauratrices, volontaires, interventionnistes, qui ne sont pas sans conséquences. Et on a tort, il me semble, de présenter tous ces édifices comme des petits miracles de conservation, alors que l'on sait précisément que chaque intervention en appelle d'autres, souvent de manière plus rapprochée et souvent de manière assez importante. Alors ce sont là quelques pistes que je vous offre, qui ont été travaillées notamment à Clermont par le biais de 2 centres de recherche, le centre Géolab avec des géomorphologues, des géographes, des ingénieurs avec à leur tête Marie-Françoise André, et donc le CHEC dans lequel je travaille. Nous avons fait bon nombre de démonstrations qui ont été vérifiées pour le Massif central, le Cambodge au travers d'un certain nombre de temples à Angkor Wat, le temple de Takeo et de Tanei, à Chypre pour Famagouste et en Israël pour un certain nombre d'établissements hospitaliers. La définition est la suivante. Plus on intervient, plus il faut intervenir avec un temps qui risque d'être rapproché. Tous les matériaux que nous utilisons,
que nous employons, les ciments, les silicones, les produits jugés absolument essentiels à nos restaurations intégrées dans des sociétés contemporaines, sont la plupart du temps, pas forcément à court terme, mais à moyen terme ou à long terme, contre-productifs et modifient singulièrement la transpiration des murs, la respiration des murs, les ventilations possibles, les équilibres internes et la conservation en accélérant l'érosion. Exemple de Pérignat et Salier, toute petite église du XIIe siècle, parce qu'il faut considérer que les pierres utilisées dans la construction sont d'emblée extraites de la carrière, polytraumatisées par le fait de cette extraction et polytraumatisées également par les différentes étapes de la taille. Des faiblesses internes peuvent être révélées, confortées, ce qui fait que les différents laboratoires européens vont considérer ces différentes étapes d'altération. Parmi celles-là, le calcin, en surface de la pierre, constitue une phase qui révèle la dégradation des matériaux historiques. C'est comme cela que bon nombre de laboratoires considèrent ces pierres extraites, pourtant celles-ci conservent encore ses traces de taille et en plus de son calcin légèrement ocre, c'est vérifié, mais c'est un petit peu exagéré dans la mesure où cette pierre, c'est un exemple, cette pierre du XIIe siècle n'a subi aucune autre altération que la réalité de ce calcin. Il n'empêche que les laboratoires s'en inquiètent. Et ils s'inquiètent des biofilms. Les laboratoires considèrent, dans leurs revues, dans les articles, je n'ai pas encore fait le calcul exact, à 80-90%, les biofilms sont considérés comme néfastes et témoignent de facteurs et de phénomènes d'accélération de l'altération. Il faut donc faire disparaître ce qui est du domaine des biofilms. Alors, plus prudemment, quelques laboratoires contredisent ces affirmations et sont plus contrastés. Alors, parmi ceux-là, on a les laboratoires allemands qui, vous le voyez, font des expériences, cartographient les parements de manière à mieux connaître les caractérisations d'érosion, les interventions possibles, les colonisations par bactéries, cyanobactéries, lichens et mousses. Donc ça donne ces très beaux résultats cartographiés. Évidemment, c'est plutôt, y compris en Allemagne, considéré sous l'angle d'une érosion parce que les éléments du biofilm sécrètent des acides par leur système racinaire et leur résine. Les éléments de biofilm ne sont pas beaux. Ils nuisent à l'aspect esthétique des monuments. Cela revient en permanence. Les éléments de biofilm contribuent à maintenir l'humidité et au final, ils sont considérés comme des facteurs de dégradation. Eh bien, j'en suis pas si certain que cela, et donc en m'inspirant d'un certain nombre d'expériences et de recherches écossaises, anglaises dans une certaine mesure, allemandes, parfois belges et suisses, pour des raisons d'études de biodiversité, il y a parfois aussi une tentation de protéger ce qui est du domaine des biofilms. Mais je peux vous rassurer, en France, je n'ai encore pas rencontré un seul article qui aille dans le sens d'une défense des biofilms. Alors, effectivement, ce système français, il est efficace, sans doute, mais brutal. Cette brutalité, on peut le percevoir dans ces parements de granit nettoyés il y a peu, ça paraît satisfaisant, c'est propre, c'est net, c'est beau, mais 6 à 9 mois après, les populations bactériennes se réinstallent. Quelques années après, de nouveau les cyanobactéries, puis de nouveau les lichens, puis de nouveau les mousses. Je ferai également remarquer que l'uniformisation des joints nous empêche de voir le détail précis de toutes les modifications telles qu'on peut la concevoir dans le cadre de l'archéologie du bâti. Alors, une des questions posées est la suivante. Faut-il choisir entre une forme monumentale désertifiée, qui de toute façon va nécessiter de nouvelles interventions rapprochées, ou, au contraire, tenter de réguler
de réfléchir à une régulation possible de la croissance de ces biofilms végétaux. Un des problèmes pour moi consiste à vouloir trop souvent pasteuriser les parements en les déshabillant de leurs biofilms, en laissant la pierre nue, alors même que ces biofilms existent très fréquemment depuis des siècles. On peut considérer que 15 ans après l'édification d'un édifice, au milieu du XIIe siècle, il y a déjà du biofilm. Il y a une couverture, si vous voulez, vivante qui protège l'édifice, qui fait partie de son histoire et partie intégrante de son épiderme. La plupart du temps, je simplifie, ces éléments de biofilm sont des organismes qui vieillissent bien, parce que vieillissant, ils deviennent peu gourmands et forment une zone tampon, un bouclier protecteur qui aide à lutter contre le gel, contre la grêle, contre les trop grands apports d'eau, contre les trop grandes sécheresses. Cela protège à la fois des chocs thermiques et des chocs hydriques. On se contentera de dire que ce sont des régulateurs pour les murs. Ces murs, qui sont vieux de 8 à 9 siècles, voire plus, ont besoin de régularité. Or, ils sont violentés par les étapes de restauration qui, bien souvent, impliquent des étapes de nettoyage. Et précisément, les voici, nos parements nettoyés, sablés, gommés, qui très vite sont recolonisés par de jeunes organismes. Plus gourmands, très dynamiques, qui profitent des vides laissés par le biofilm précédent, que l'on a fait disparaître grâce à des biocides, à des lichenicides. Mais on n'a rien évalué. Que sait-on après coup de l'impact à moyen terme, à court terme, à moyen terme, à long terme, de ces nettoyages d'une part, et également de l'usage de ces produits chimiques sur des matériaux historiques? On n'a aucun recul sur ces aspects-là. Ajoutons également les pollutions agricoles. Nitrates et phosphates sont véhiculés par le vent, par la pluie, et nourrissent de jeunes organismes dont la croissance n'a absolument rien à voir avec celle des vieux organismes. Et donc, immanquablement, et c'est le cas ici, les algues apparaissent avant les cyanobactéries, les lichens, puis les mousses. Alors, pour vous donner une idée de ces biofilms, très rapidement, ici, à Famagouste, ce sont des cyanobactéries qui s'installent, associées à de minuscules lichens blancs, qui s'installent uniquement à la lumière et dans des zones qui sont globalement restaurées. Et cela depuis la ruine de cette église à la fin du XVIe siècle, puisque vous savez que la ville de Famagouste a été bombardée et prise par les Turcs à ce moment-là. On a donc là un état architectural avec des formations bactériennes et lichéniques qui témoignent d'un cycle vieux de 4 siècles au moins pour une construction vieille de 7 siècles. Et ça ne bouge pas. Cela n'a jamais été restauré depuis le siège par les Turcs. Problème posé par ces associations, ici, des lichens qui ont fort à faire avec des champignons, qui témoignent d'abord d'un mauvais entretien et d'hivers un peu rudes, des couvertures qui sont mal entretenues, c'est ce que l'on appelle des salissures noires, mais en règle générale, les lichens fonctionnent plutôt tranquillement, tout seuls, et se contentent de formations hybrides, rases à gauche ou frisées à droite. Disons-le clairement, à propos de ces éléments de biofilm, les avis sont très partagés. J'ai pris ici l'exemple de la recherche de Laurence Galzomi, qui a effectué un excellent travail sur les chapelles églises bretonnes en granit, 15e et 16e siècle, pour évaluer l'impact des colonisations biologiques sur ces édifices, et les constats, d'une certaine manière, peuvent sembler alarmants. 40% des surfaces sont couvertes par des algues, des lichens ou des mousses. Mais je dirais qu'il faut surtout tempérer la vision rose-rouge à droite, ce qu'elle appelle une extrapolation, en fonction du potentiel qui est considéré, jugé comme agressif. Alors à propos de ces extrapolations, on considère que cet écosystème lichénique est capable de digérer près de 9 cm,6 d'épaisseur de granit sur un siècle. Le bas blesse.
ce sont des chapelles construites au XVe et XVIe siècle, mettons une ancienneté de 5 siècles, ça voudrait dire que mécaniquement, il y aurait une perte de 50 cm d'épaisseur sur 5 siècles. Quand on a travaillé à des surfaces de référence très précises, il me semble que l'on peut contredire cette vision qui est hygiéniste du monument. Donc, par exemple, quand on dispose d'un édifice construit en granit pour le XIIe siècle, le recul est seulement de quelques millimètres sur 9 siècles. Pas la peine de dramatiser, il me semble que l'on peut accepter aussi cette définition d'un lent vieillissement. Y compris les lierres qui, généralement, comme le couvert forestier, comme les canopées, protègent, couvrent et tapissent. Tout n'est pas absolument insurmontable et destructeur. Les racines n'attaquent le mur que s'il est clairement fissuré. En règle générale, ce sont des radicelles qui se collent aux surfaces et qui, effectivement, se nourrissent à la fois de la pierre et d'une partie des joints. Mais, encore une fois, vous le voyez ici à propos d'une tour du XVe siècle, franchement, depuis la ruine de cet édifice, très probable à la période moderne ou au début de la période contemporaine, les lierres n'ont pas véritablement digéré l'édifice. Alors que faire et que proposer? Tout à fait raisonnablement, il me paraît évident que nos sociétés ne sont plus capables, ne sont plus aptes, n'ont plus envie d'accepter cette vision d'un édifice ruiné, totalement environné de végétation et parasité par des maisons, des espaces agricoles ou autres. En revanche, je tenterai ici de proposer une forme d'acceptation raisonnée des craintes protecteurs constituée à la fois de ces calcins et de ces biofilms qui habillent l'édifice et l'aident aussi à passer les siècles. Alors ça peut être tout à fait modeste, comme ici au Moutier d'Ahin, où on a des mousses, des lichens et des cyanobactéries qui investissent totalement la tour de croisée du XIe siècle, tout en sachant, bien sûr, ce n'est pas refusé, qu'il sera nécessaire un jour ou l'autre de travailler à des problèmes de statique, de perte de stabilité, de mortier à refaire, etc. On peut le faire, on peut y travailler, mais il me semble également en respectant ces éléments de biofilm. J'en conviens, c'est assez compliqué pour la façade du XVe siècle, qui possède un super décor flamboyant dont toutes les surfaces sont sculptées, ont été délavées et cuites par des phénomènes d'arénisation, d'ensoleillement trop dur, etc. Il y a ici des pierres qui sont délavées et donc fragilisées. Ce sont des granites qui subissent ici, depuis 5 siècles, une usure chimique. Mais il y a également un phénomène inverse qui consiste à voir ces sculptures colonisées par ces éléments de biofilm qui protègent en masquant. Et il me semble à ce propos qu'il est inutile de procéder à des nettoyages, puisque de toute manière, cela ne rendra jamais le détail précis de la sculpture au moment où celle-ci a été réalisée. Il me semble que le nettoyer, ce serait prendre le risque de nouveau d'aller vers des déséquilibres hydriques et thermiques pour des granites qui, de toute façon, sont vieux de 5 siècles, ont été extraits, taillés et donc polytraumatisés, et en partie, je ne dis pas totalement, mais en partie protégés par cette microflore. Alors, j'ai proposé plusieurs fois au monument historique en Auvergne de réensauvager un certain nombre de sites. Réensauvager un certain nombre de sites, c'est renouer évidemment avec les auteurs du XVIIIe siècle, comme Chateaubriand, et cette vision évidemment que l'on a moquée un temps et que l'on a dite romantique. Cela peut être pour s'interroger de nouveau et considérer que nos visions très propres du monumental ne sont peut-être pas l'unique solution. Faudrait-il absolument déshabiller cela, ces petites chapelles, ces ruines, ce lent effacement qui me semble totalement formateur aux jeunes âmes comme aux plus anciennes? Il me semble que tous les individus ont à profiter de ce type de réalité et pas seulement d'un édifice bien propre qui me fait penser parfois à un supermarché. Donc il y a là, si vous voulez, des visions trop nettes que l'on nous propose et qu'il me semble qu'il faut tempérer.
on peut peut-être aller jusqu'à confronter nos visions à ces édifices où il y a une forme de coexistence lente, apaisée, entre le minéral et le végétal. Alors je vous propose un édifice, quasiment pour terminer, je conclus. C'est encore une fois quelque chose qui a été compris d'une certaine manière en Angleterre. C'est un site préhistorique, vous le connaissez, et sur ce site, sur les mégalithes, on y croise nos fameux lichens crustacés qui sont considérés comme les plus voraces, les plus dangereux pour l'essentiel de nos laboratoires. Ce sont des lichens qui sont absolument épouvantables, qui ont des résines qui sécrètent des acides. Rien que le mot acide est terrible. Et donc, ces lichens crustacés colonisent ces mégalithes depuis 3 millénaires. Je pense que cela doit nous inciter à quelques réflexions. Pourquoi ce qui est absolument impossible en France serait-il accepté en Angleterre? Pourquoi les lichens crustacés françaises seraient-ils voraces alors que les lichens crustacés anglais seraient-ils finalement ermites? Par ailleurs, n'oublions pas que dans la plupart des publications, le biofilm est dangereux, les poussières sont dangereuses, évidemment certains éléments de végétation supérieure aussi, mais les laboratoires considèrent eux-mêmes que l'on doit juger comme nuisibles les insectes, les rongeurs et les oiseaux. Ceci dit, je pense qu'il sera difficile d'interdire l'accès des églises aux fourmis, aux corneilles ou aux cigognes. J'explique maintenant cette intervention et pourquoi je suis très fier d'être ici à Tournai. Tournai, ce n'est pas seulement la cathédrale, c'est aussi une ville que j'ai toujours plaisir à retrouver, tout bonnement parce que la famille de mon épouse a beaucoup œuvré entre Antoing et Calonne à d'autres cathédrales, d'autres fours à chaux, tandis que pour la Belgique et le Hainaut, il me semble que ce très beau chantier de restauration de la cathédrale de Tournai offre une bien belle Brabançonne à votre pays. Et pour cela, je trouve que même si vous trouvez que ce chantier est long, il faut qu'il soit long. Vous réfléchissez, vous œuvrez lentement, tranquillement, et c'est un chantier réfléchi. Donc, bravo et merci pour ce chantier, pour cette entreprise. Bravo à ceux qui y sont associés. C'est une vraie recherche d'équilibre. Je vous remercie. Merci.